Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons vous reparler du PER, une fois n'est pas coutume dans cette émission, mais sous l'angle des frais. Cette fois-ci, on fait le point avec Franck Levallois, le directeur général de la Fédération française de l'assurance. Bonjour Franck Levallois. Bonjour Nicolas. Et on fait le point également avec Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Alors pourquoi parle-t-on des frais du PER ? Pour une raison simple, c'est que le PER a fêté ses 2 ans il n'y a pas longtemps. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a dressé un bilan de ces 2 premières années. Il constate 3 millions de contrats ouverts attendus pour 2022. Ça, c'était l'objectif. Il constate 3,8 millions de contrats ouverts. Donc, il estime qu'on peut même viser les 4 millions de contrats ouverts en 2022. Mais Bruno Le Maire met en revanche en avant un constat qui est également celui du CCSF, ou en tout cas d'un rapport du CCSF, c'est que les frais pèsent sur les rendements. Donc il y a un certain nombre de constats et de recommandations qui sont faites. On va en discuter dans un instant, mais voilà un peu pour le contexte, pour vous expliquer pourquoi on a décidé de s'attaquer aux frais dans cette émission. On va en parler de ces frais et on va les définir, on va essayer de comprendre à quoi ils correspondent. Mais juste avant, Franck Levallois, un petit mot sur le constat que je viens de faire en introduction. Le PER, globalement, est un contrat qui plaît aux épargnants, puisqu'en tout cas qui plaît plus que ce que les attentes du gouvernement anticipaient. Absolument, oui, je crois que avec le PER, les Français ont retrouvé goût à l'épargne retraite. Lorsque vous avez cité les chiffres, je me permettrai de rappeler ceux de l'assurance, du PER Assurance, avec 23-24 milliards d'encours à date et un peu plus de 2 millions de détenteurs d'un PER Assurance. D'accord. Ce sont des chiffres assez, très très élevés, avec surtout lorsqu'on compare cette progression avec d'autres produits d'épargne retraite, comme le PERP par exemple, pour essayer de trouver une comparaison, on est sur une courbe de progression qui est qui progresse à un rythme 3 fois supérieur. D'accord, le PERP, son prédécesseur pour le coup. Absolument, le prédécesseur pour le PER individuel. Donc ça progresse 3 fois plus que l'ancien dispositif finalement d'épargne retraite, et ça on peut l'expliquer quoi ? Parce que il y a les mécanismes de sortie anticipée, ou on peut investir sur des sous-jacents sur lesquels on ne pouvait pas avant ? Oui, alors en fait, je pense qu'il y a des facteurs structurels, il y a des facteurs conjoncturels. Bon, conjoncturel, c'est vrai que tout le débat concernant la réforme des régimes de retraite a évidemment créé un point d'attention, une attention particulière sur tous les produits qui permettaient de préparer la retraite, donc le plan d'épargne retraite. Mais il y a également des facteurs structurels, je pense notamment à la simplicité. C'est vrai que le PER a été simplifié en tant que produit d'épargne retraite par rapport à ses prédécesseurs. Et puis en termes de flexibilité aussi, vous l'avez cité, la sortie en capital, possibilité de sortir en capital ou de sortir en rente, je crois que ça a également attiré beaucoup de nos concitoyens. Bon, alors on va parler des frais maintenant, concrètement pour le coup. J'ai regardé un petit peu les frais du PER, puisque du coup quand le ministre de l'économie et des finances dit qu'il faut faire attention aux frais qui pèsent sur les rendements, on va regarder les frais, on va regarder le rapport du CCSF. Il y en a beaucoup des frais, alors on a du mal à comprendre s'ils s'additionnent tous ou si ça dépend effectivement des cas de figure, mais on voit des frais de gestion, des frais de versement, des frais d'arbitrage. Alors effectivement, ensuite, après, il y a une déclinaison, que ce soit des gestions sur fonds euros, sur fonds euro croissance, sur fonds en unité de compte. Alors peut-être on va commencer avec la macroéconomie avec vous, Franck Levallois, puis on ira dans la micro, dans les différents types de frais spécifiques avec vous, Christophe Olivier. Déjà, pour comprendre les frais, là on est vraiment dans un objectif de pédagogie. Quelle différence entre un frais de gestion, un frais d'arbitrage et un frais de versement, Franck Levallois ? Alors, je crois que lorsqu'on parle de frais en assurance vie ou pour un PER, il y a plusieurs grandes catégories de frais. Il y a des frais non récurrents, les frais sur versement, donc qui peuvent être entre 1 et 3% selon les produits, selon les contrats. Donc là, frais sur versement, ça veut dire je verse de l'argent sur mon contrat de PER ou d'assurance vie. Absolument. Et il y a un frais qui est retenu pour... Une fois, donc au moment du versement, donc ce sont des frais non récurrents. D'accord. Et pourquoi il y a un frais là pour le coup ? Alors c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'en face de l'ensemble de ces frais,
frais. Donc là, on vient de citer cette première grande catégorie, les frais sur versement. Il y a des prestations qui sont assumées en l'occurrence par les assureurs. Donc il y a des coûts, ce que j'appelle moi un prix de revient. Et ce prix de revient, il est bien légitime pour l'assureur, c'est de pouvoir le facturer. Alors, en face de ces frais sur versement, qu'est-ce qu'on trouve comme prestation, comme coût? Eh bien, on va avoir notamment des obligations réglementaires que les assureurs doivent satisfaire, bien évidemment. Je pense notamment au devoir de conseil. Vous savez, le devoir de conseil, c'est ce processus qui va permettre à l'assureur de déterminer quel est votre profil d'investisseur et votre projet d'investissement. Donc c'est par exemple, pourquoi voulez-vous épargner? Quel est votre horizon d'épargne? Quelle est votre appétence au risque? Et cette détermination... C'est pas spécifique pour les versements, c'est de manière générale... Alors, c'est spécifique en fait pour les versements, c'est spécifique également, il y a cette obligation de devoir de conseil à la souscription, j'allais dire même avant la souscription du contrat d'assurance vie ou du PER. Cette obligation ce devoir de conseil, il est très, très important, il est systématique en assurance vie, et j'allais dire c'est une protection pour l'épargnant. C'est comment on s'assure à travers cette définition du profil d'investisseur et du projet d'investissement que la recommandation qui lui sera faite en termes d'allocation, par exemple en termes de produits et en termes d'allocation, lui correspond parfaitement. Donc il y a ces coûts, il y a également des coûts de conformité, des coûts de lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme, l'ensemble de ces prestations qui se relèvent finalement d'obligations réglementaires, soit au niveau national d'ailleurs, soit au niveau européen, et bien évidemment, ça a un prix, c'est le prix de revient, et c'est ce qui justifie ces frais sur versement. D'accord. Okay. Donc ça justifie les frais sur versement. Exactement. Pour le coup. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, on ne le paye pas quand on est en train de discuter avec son conseiller. Donc, on le paye ensuite au moment des versements effectifs sur le contrat. Absolument. Au moment de la souscription, lorsque le versement, une fois que le versement sera réalisé, et puis ensuite sur chacun des versements, s'il y a des versements ultérieurs. Alors ça, c'est les frais sur versement. Un mot des frais de gestion maintenant. Alors les frais de gestion, ils sont récurrents, ils sont prélevés sur l'encours, donc c'est un pourcentage de l'encours, et ils correspondent en fait Alors l'encours, c'est la somme que j'ai placée sur mon PER. Oui, c'est le montant de votre épargne. D'accord. Voilà, on peut le résumer de mon épargne sur le PER. Absolument. Oui, bien sûr. Et alors, ces frais de gestion, finalement, ils trouvent une justification à travers un certain nombre de prestations et donc de prix de revient pour l'assureur. Alors, quelles sont ces prestations? C'est notamment toute l'ingénierie financière qu'il convient de mettre en œuvre, parce que je rappelle qu'un PER assurance ou un contrat d'assurance vie, c'est un contrat au titre duquel le détenteur, c'est-à-dire l'assuré, l'épargnant, ne détient pas les titres, d'accord, mais en revanche, c'est l'assureur qui est dans une obligation de gestion, de bonne gestion. Donc de choisir les titres pour lesquels on va investir. Donc, ingénierie financière. Et puis un autre élément qu'il faut rappeler à tous vos téléspectateurs, c'est le coût du capital. Je rappelle qu'on est en assurance, et en assurance, il y a des obligations prudentielles, c'est-à-dire de solvabilité, qui là aussi protègent les épargnants. Et ces obligations prudentielles, ce qu'on appelle solvabilité 2, c'est la réglementation, la directive solvabilité 2, eh bien, elle conduit les assureurs à disposer d'un montant de fonds propres minimum, c'est-à-dire au-delà d'un certain seuil, qui leur assure une solvabilité. Et évidemment, ces capitaux, ces fonds propres qui sont immobilisés, il faut les rémunérer. Un dernier mot sur les frais d'arbitrage pour le coup. Donc là, c'est effectivement le choix en fait entre un titre ou un autre, c'est ça effectivement? Oui, c'est absolument. C'est comme les frais de gestion finalement ou... Non, c'est des frais à l'acte. Je pense qu'on peut le dire comme cela. Ce sont des frais à l'acte, et donc pour chaque acte, par exemple un arbitrage, c'est-à-dire le fait de modifier son allocation, eh bien ça va générer évidemment des coûts administratifs chez l'assureur. Christophe Olivier, on va passer à vous à présent. Donc Bruno Le Maire fait ce constat qu'il y a trop de frais qui pèsent sur les rendements. Alors c'est pas sur tous évidemment, puisque du coup le CCSF fait 3 constats, des frais nombreux et variés, une information aussi peu accessible, et un PER qui est un produit nouveau, et on voit apparaître des nouvelles offres simplifiées et adaptées à un large public avec 3 recommandations, et vous allez pouvoir réagir dessus. Offrir une information complète sur les frais avant la souscription, afficher les frais
totaux et permettre une comparabilité des offres. Franck Levallois vient nous expliquer, en gros, des grandes familles de frais, puisqu'après, effectivement, on rentre dans le détail, les frais de gestion, ça dépend ce sur quoi on va investir ou autre. Il y a ces grandes familles de frais qui ont leur justification. Vous proposez un PER, ou en tout cas, vous proposez d'accompagner les épargnants sur un contrat de PER. Les frais, on se pose la question forcément, puisqu'on a envie de vivre, finalement, de faire un chiffre d'affaires. Et d'un autre côté, on entend Bruno Le Maire qui dit, attention, des frais, il y en a trop, et il n'y a pas assez d'informations. Comment est-ce que vous l'entendez, vous ? Alors, nous, on partage totalement les conclusions du rapport du CCSF, qui est une synthèse objective, chiffrée, sur les frais. Derrière, les mots de Bruno Le Maire sont un peu durs, je pense, mais il est dans son rôle. Il faut mettre... Franck a très bien mis en évidence le fait que un frais, c'est quelque chose qui est lié à une prestation et à un coût. Tous ces frais ne s'additionnent pas. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est un millefeuille comparable au millefeuille administratif. Non, ce sont un ensemble d'options qu'on vous offre et qui ont un coût. Donc, après, la question qui se pose, c'est de la lisibilité, de la transparence offerte par les acteurs. Et là, il est évident que nous devons tous la transparence à nos épargnants. Et la transparence, elle est plus ou moins déjà dans les textes. Il reste à la mettre véritablement en œuvre. Et c'est vrai que la mettre en œuvre de manière plus systématique, pré-souscription, avec plus d'informations sur les sites Internet. C'est-à-dire savoir dès le début quels vont être les frais qu'on aura sur le contrat ? Exactement, de bien comprendre les frais qu'on a sur le contrat. Le deuxième, après la transparence, il y a la lisibilité. C'est-à-dire que c'est bien la transparence. Oui, effectivement, si c'est un rapport de 250 pages, oui, on ne va pas forcément le lire avant de... Les informations, elles sont dans la notice qu'on vous remet avant souscription. Les comprendre est une autre problématique. Et c'est là que l'épargnant doit être accompagné par un conseil, par un expert, pour lui expliquer clairement, compte tenu des options qu'il va choisir, ce qu'il va avoir comme frais sur son PER. Afficher les frais totaux, du coup, c'est une bonne idée. Ça permet une vraie comparabilité des PER qu'aujourd'hui, il est moins facile de faire. Alors, c'est une nécessité d'afficher les frais totaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour le coup. Alors, c'est le cas a posteriori. On doit systématiquement l'indiquer chaque année, l'ensemble des frais qui ont été perçus. Et puis, pré-souscription, dans le devoir de conseil, qu'il soit fait sous forme assurantielle ou sous forme de conseil en investissement financier, vous devez alerter sur le niveau de frais compte tenu des options qui sont proposées. Donc oui, indiquer les frais totaux, c'est une réalité aujourd'hui. Les comprendre, encore une fois, c'est un autre enjeu. Et deux personnes vont avoir des frais totaux différents parce qu'ils ont choisi des options différentes. D'accord, ok, oui, donc c'est pas, on ne choisit pas un PER qui est posé sur une, entre guillemets, sur une étagère où on dira attention, là il y a 4, là il y a 5%. Je vais vous donner un exemple. Vous avez quelqu'un qui n'a de toute façon l'intention de sortir en capital. Les frais sur arrérage, qui sont des frais qui sont pris sur le versement de la rente. Là, déjà, c'est un sujet. La lisibilité arrérage, c'est les frais de versement à la sortie. C'est un mot un peu ancien, effectivement, mais l'arrérage, c'est la pension, c'est la rente. Ouais. Donc, pour le versement de la rente, il arrive que dans certains contrats, il y ait des frais sur arrérage, frais sur versement de la rente. Quelquefois, d'ailleurs, ils s'appellent frais de conversion de la rente. Et là, je partage le fait qu'on a besoin tous ensemble de faire un effort de vocabulaire, de nomenclature, pour qu'on puisse avoir une nomenclature relativement simple de frais, comparable plus aisément. Alors, pour conclure, la même question à tous les deux rapidement, on va commencer avec vous, Christophe Olivier. Le fait de décider, ce qui a l'air d'être le cas pour le gouvernement aujourd'hui, de laisser la loi de marché se faire finalement et de permettre juste une meilleure comparabilité et ensuite de laisser les épargnants aller vers ce qui leur correspond le plus, ça vous paraît une bonne stratégie aujourd'hui ?
Alors c'est ce qu'il a fait, mais il a quand même dit une phrase en disant que la transparence ne suffirait pas. Il veut véritablement une réduction des frais. Cela dit, comment y arriver? Oui, c'est la loi de marché qui est la meilleure. Juste pour donner une idée aujourd'hui, puisqu'on a parlé des acteurs Internet, il y a un peu quand même deux familles aujourd'hui. Vous avez les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, réseau bancaire, réseau assurantiel, qui ont des conseillers physiques, des experts qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche difficile qui est celle de l'épargne retraite et vraiment importante dans votre vie. Nous croyons vraiment qu'on a besoin de ces experts-là. Et de l'autre côté, vous avez les acteurs Internet qui ont des flux très automatisés, très efficaces, des frais réduits, mais n'offrent pas nécessairement ce niveau d'expertise. Donc entre les experts, l'apparition d'Internet permet et les mots de Bruno Le Maire, de faire un focus sur les frais. C'est important de parler de frais, mais il ne faut pas réduire. Il ne faut pas, surtout, s'il vous plaît, ne réduisez pas l'épargne retraite à juste les frais, parce que d'un côté, vous allez peut-être avoir une prestation qui est juste un investissement dans un fonds, dans un indice, sans pouvoir le modifier. Et de l'autre, vous pouvez accéder à une forme de gestion privée, gestion de fortune, pour des montants Alors on va entendre Franck Levallois également sur ce sujet très très rapidement. Cette décision de Bruno Le Maire de laisser la loi du marché faire son effet, vous partagez, vous, cette stratégie? Je crois que les assureurs ont toujours été attachés, ils le sont toujours, à, j'allais dire, deux piliers qui assurent la qualité du produit, c'est-à-dire la concurrence et la transparence. La concurrence, je rappelle quand même un point, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment une centaine d'assureurs qui commercialisent des produits d'assurance vie. Donc c'est une hyper concurrence. Et moi, je ne connais pas un seul assureur qui se lève le matin en se demandant comment il va pouvoir augmenter ses frais. C'est même plutôt l'inverse, pour des raisons juste concurrentielles. La transparence, en fait, elle est totale aujourd'hui. C'est peut-être plus la lisibilité, la question. Exactement. Et je crois que ça, c'est le point. La transparence, vous savez, la loi Pacte, elle a introduit une totale transparence des frais, ce qui fait que vous voyez, support par support, les frais du produit, les frais du contrat, les frais financiers du support. Vous avez un accès en précontractuel, c'est-à-dire avant d'avoir pris le stylo pour signer le contrat, vous connaissez tous ces frais. Et ils vous sont rappelés durant toute la vie du contrat. La vraie question, c'est comment est organisée cette lisibilité, cet accès à l'information que vous avez, mais encore faut-il que tous les souscripteurs, souscriptrices comprennent parfaitement cette information. Je crois que c'est aussi le rôle du conseiller, de l'agent ou du courtier, de l'intermédiaire, de conseiller. C'est le devoir de conseil. Merci beaucoup Franck Levallois, directeur général de la Fédération française de l'assurance. Et merci Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.